Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la tuto rentrée de biophysique. Je suis Émilie Hypothèse et avec mon co-tut Joe Desert, nous serons vos tuteurs de cette merveilleuse matière qu'est la biophysique des rayonnements et la physique de la matière. Donc tout d'abord, je vais vous faire une mini présentation de la matière, même si elle est sur le forum. Du coup, on a un mini programme qui a été fait par les profs, mais on le complétera dès qu'on aura le nombre d'heures par cours évidemment. Je tiens juste à faire un petit disclaimer, les cours qu'on vous fait à la tuto rentrée sont des cours appuyés sur nos cours de PACES, mais ce ne sont pas forcément les cours que les profs sortiront. Donc dès que les profs sortiront les cours à la fac, évidemment on vous fera des fiches complètes et des QCM adaptés évidemment au programme que les profs sortiront avec la fac. Du coup la biophysique c'est quoi pour faire bref? C'est une matière assez calculatoire mais avec beaucoup de compréhension, avec des QCM qui sont relativement simples au concours et qui rapportent beaucoup de points, donc vraiment ne négligez pas cette matière parce que ça peut vraiment vous sauver un semestre. Nous avons un programme qui est constitué de plusieurs cours sur la radioactivité, sur le noyau, sur les rayons X, les interactions en général des rayonnements avec la matière, et un cours qui comporte la physique de la matière, avec état de la matière, masse et atomes, etc. etc. Donc c'est un cours assez vaste, mais honnêtement, il n'y a rien de bien compliqué. Si vous comprenez le cours, il y a vraiment beaucoup de chances pour avoir tous les points au concours, donc ne vous inquiétez pas. Les mots seront assez barbares au début, mais en relisant bien et en apprenant vos cours, vous allez voir que c'est très facile. Donc voilà, c'est la fin pour la présentation de la matière. On va commencer avec le cours 1, qui est un cours introductif à la biophysique et à la physique de la matière en général. Tout simplement parce qu'il va englober plusieurs notions qui vont être vraiment reprises dans tous les cours. Donc c'est un cours simple, assez important à maîtriser. Tout d'abord, je vais faire une petite dédicace à Oscar, qui m'a dit que si je lui faisais une dédicace dans ma première vidéo, j'avais droit à une boîte de Ferrero. Donc je t'attends, Oscar. Donc ce cours s'appelle ondes, particules et atomes. Donc on va avoir les notions de qu'est-ce qu'une onde, à quoi ça va nous servir dans la biophysique et dans les applications médicales. Un atome, qu'est-ce que c'est, de quoi il est composé, comment on va peser un atome, qu'est-ce que sa masse, etc. Et les particules qui composent notre matière. Donc c'est un cours assez important et très global qui tombe chaque année à l'examen classant et qui peut vous rapporter beaucoup de points parce que c'est en général des QCM assez faciles à avoir qui se ressemblent beaucoup. Première définition importante qu'il faut absolument connaître parce que c'est une notion que vous allez beaucoup reprendre dans tous les cours, c'est la notion de rayonnement ionisant. Donc qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant? Un rayonnement ionisant, il peut être électromagnétique ou particulaire. Donc on va revoir ce que c'est électromagnétique et particulaire, ne vous inquiétez pas. C'est un rayonnement qui va pouvoir produire directement ou indirectement des ionisations lorsqu'il traverse la matière. Qu'est-ce qu'une ionisation? Une ionisation, c'est quand un électron de l'atome va partir et donc du coup l'atome va être excité dans un état qui n'est pas le sien naturellement et donc du coup ça va avoir des conséquences sur la matière. Vous inquiétez pas, on va tout revoir. Mais la définition à apprendre du coup c'est un rayonnement ionisant va produire directement ou indirectement des ionisations dans la matière. Ces rayonnements ionisants, on va s'en servir notamment dans les explorations médicales et on va les étudier pour voir leurs effets sur la santé, mais ça, ce sera l'objet de plusieurs cours après. Du coup, on passe à la première partie qui s'appelle masse et énergie. Du coup, dans cette partie, on va voir plusieurs choses. On va voir qu'est-ce qu'une masse et quelles sont les différentes manières de mesurer cette masse. Donc tout d'abord, la masse en mécanique classique, elle est définie en kilogrammes. C'est la quantité de matière d'un corps. On utilise du coup le kilogramme dans le système international, mais en chimie on va utiliser le gramme parce qu'on va utiliser des plus petites quantités, des quantités qui sont infiniment petites. Mais on va remarquer que cette unité, elle n'est pas du tout adaptée à l'atome, puisque l'atome c'est infiniment petit. Du coup, les scientifiques ont inventé une deuxième unité, qu'on appelle la masse molaire atomique. Cette masse molaire atomique, elle s'exprime en grammes, et elle correspond à la masse d'une mole d'atome. Du coup, vous allez me dire, mais comment ils ont trouvé
la masse d'une mole d'atomes, comment ils ont défini le nombre d'atomes qu'il y avait dans une mole. C'est quoi une mole? Une mole, c'est un paquet d'atomes avec un certain nombre d'atomes à l'intérieur qui a été défini par le carbone 12. En fait, les scientifiques, quand ils ont voulu avoir une mole de carbone 12, ils ont fait en sorte que cette mole, elle fasse 12 grammes. Du coup, a priori, c'est tombé dans votre premier examen en décembre, la masse d'une mole de carbone 12, c'est 12 grammes. C'est la référence, c'est ultra important. Et du coup, quand ils ont eu cette mole d'atomes, ils ont compté le nombre d'atomes qu'il y avait dedans. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 6,02 10 puissance 23 atomes, ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est donc le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole d'atomes. Du coup, à partir de là, on peut avoir la masse d'une mole d'atomes qu'on donne en grammes et qui correspond à la masse de 6,02 10 puissance 23 atomes. Mais on s'est dit que c'était quand même toujours assez gros. Du coup, on a inventé une troisième unité, qui est l'unité de masse atomique. Donc UMA ou U, selon les calculs. Cette unité, on va l'utiliser pour avoir la masse d'un atome. Un seul. C'est une unité qui est hors système international. Et on va l'utiliser en physique, en chimie et notamment en physique nucléaire. C'est ultra important. Cette unité est définie comme 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12. Un U c'est égal à 0,166 10 puissance moins 23 grammes. C'est assez dur à dire. Et en fait ce que vous allez remarquer, donc ça c'est, on a ces différentes unités, etc. Du coup, ce qui est important à retenir, c'est que la masse molaire atomique, qui s'appelle également la masse atomique, elle va s'exprimer en grammes. Elle va avoir une certaine valeur. Donc ici, 15,996 grammes pour l'oxygène 16. Et du coup, cette valeur, ça va être exactement la même en UMA. C'est-à-dire que la masse d'une mole d'atome en grammes, c'est exactement la même que la masse d'un seul atome en U. Ok, donc la masse d'un atome en U, c'est 15,996 U. Logique. Du coup, on a ces deux valeurs. Mais on peut vous demander la masse d'un atome en grammes. Du coup, ce que vous devez faire, c'est que vu que la masse d'une mole d'atome, c'est la masse de 6,02 10 puissance 23 atomes, vous allez devoir diviser votre masse atomique, ou masse molaire atomique, par votre nombre d'Avogadro. Donc vous trouvez 15,996 dans cet exemple, divisé par le nombre d'Avogadro, et vous trouvez votre masse d'un seul atome en grammes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se trouve en QCM. En général, vous avez un QCM avec un atome et on vous demande de trouver la masse molaire atomique, la masse d'un atome, etc. etc. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner plusieurs exemples et ça tombera dans tous les cas assez régulièrement, que ce soit en DM, en concours blanc, enfin en examen blanc ou en tutorat. En fait, ce qui est important à retenir pour les QCM, c'est que le nombre A, donc le nombre de masse, il va être égal à l'entier le plus proche du nombre de la masse molaire atomique. C'est-à-dire ici, la masse molaire atomique est de 15,996 grammes. Du coup, le nombre de masse sera de 16, puisque 15,996, si tu l'arrondis à l'entier supérieur, ça donne 16. À l'entier le plus proche, pardon. Si on a une masse molaire atomique de 17,02, si tu l'arrondis à ton entier le plus proche, bah du coup tu vas arriver à un nombre de masse de 17. C'est très important parce que ça tombe souvent en QCM. Du coup, on passe à la dernière partie de ce grand 1. Donc cette partie, elle va traiter de la relation masse-énergie. On sait qu'en mécanique classique, la masse est définie comme la résistance à l'accélération. Grâce à Einstein, on sait maintenant que la masse en mécanique quantique est définie comme une forme d'énergie. On le sait grâce à la relation E égale mc2. À partir de là, on va pouvoir savoir qu'une particule, en fait, si elle est projetée à une vitesse très grande, en fait, elle va voir sa masse changer. Sa masse, elle va grandir. On dit alors qu'elle est non relativiste. Attention, c'est la masse qui est non relativiste. Du coup, on va pouvoir calculer une nouvelle masse qui sera toujours plus grande que la masse initiale.
lorsque la vitesse de la particule se rapproche de la vitesse de la lumière. On a donc une formule, donc la nouvelle masse est égale à la masse initiale divisée par racine carrée de 1 moins la vitesse de la particule au carré divisée par la célérité de la lumière au carré. Cette formule, honnêtement, elle est jamais tombée pour l'instant en examen classant, enfin nous en concours. Mais je vous conseille de l'apprendre parce que en soi elle est pas très compliquée et les définitions par contre sont très importantes. Donc la masse est une forme d'énergie, la vitesse de la masse de la particule sera toujours plus grande que la masse initiale et la masse en mécanique classique est la résistance à l'accélération. Ce sont des définitions à connaître qui peuvent totalement tomber à l'examen. Mais honnêtement, c'est rien de bien sorcier, vous verrez dans ma fiche, c'est relativement bien expliqué je pense, et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le forum. On va avoir une nouvelle masse parce qu'en fait, la particule elle va avoir une énergie grâce à la vitesse qu'elle va acquérir. La vitesse sera tellement forte qu'il y aura une énergie très très forte et cette énergie va se transformer en masse. Grâce toujours à la relation E égale mc2 en fait. Si la vitesse est grande, l'énergie augmente et donc du coup elle va se transformer en masse. Voilà, donc la masse va augmenter, c'est pour ça. On passe au premier QCM. L'argon Z égale à 18 a une masse atomique de 39,948 grammes. On vous donne le nombre d'Avogadro et on vous demande, item A, si le nombre de masses de l'argon est de 40, si le noyau est composé de 18 neutrons et de 22 protons, item C, la masse d'un atome est de 39,948 U. Item D, la masse d'un atome est de 5,4 fois 10 puissance moins 23 grammes. Et si item E, tout est faux. Du coup, les bonnes réponses sont AC. Donc, quand on a 39,948 grammes, qui est la masse molaire atomique, on va l'arrondir à l'entier le plus proche, qui ici est 40. Donc, réponse A juste. Le noyau est composé de 18 neutrons et 22 protons. C'est faux, c'est 18 protons et 22 neutrons. Z, c'est le nombre de protons, c'est hyper important. Et pour avoir le nombre de neutrons, on fait 40 moins 18, ça fait 22. La masse d'un atome est de 39,948 U. C'est vrai, parce que la masse d'un atome en UMA, c'est la même valeur que la masse molaire atomique, mais juste en U. Et la masse d'un atome est de 5,4 10 puissance moins 23 grammes. C'est faux, parce que si on fait 39,948 divisé par 6,02, 10 puissance 23, on arrive à 6,6 10 puissance moins 23 grammes. On passe à la deuxième partie qui va traiter des particules matérielles. Du coup, on va avoir globalement dans cette partie deux parties. Les trois particules les plus importantes qui sont électrons, protons et neutrons et trois autres particules qui sont très importantes mais moins essentielles dans ce cours. Du coup, dans ma fiche, vous verrez que je vous ai fait un grand tableau récapitulatif avec les choses à apprendre vraiment. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire juste 2-3 valeurs à connaître bien et après vous irez voir dans la fiche toutes les valeurs à connaître vraiment par cœur parce qu'honnêtement ça sert à rien que je vous les dise maintenant à l'oral, vous les retiendrez pas dans tous les cas. Ce qui est important surtout pour l'examen, c'est les rapports à peu près. Ce qui est important à savoir, c'est que la masse de l'électron n'est pas du tout égale à 1 U. C'est égal à 1 sur 2000 U. C'est très très important parce que c'est déjà tombé. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir que le proton est plus léger que le neutron. 1,007 U pour le proton et 1,009 U pour le neutron. Ces valeurs, il faut que vous les connaissiez parce que dans un autre cours, vous allez avoir des calculs à faire avec ça. Et si vous les connaissez, c'est beaucoup plus rapide après de faire vos calculs. Du coup, ce qui est également très très important, c'est de savoir quelle particule est relativiste ou non.
L'électron est la seule particule relativiste dans ce tableau. Le proton et le neutron ne sont pas des particules relativistes, enfin dont leur masse avec des masses relativistes, ce qui veut dire que le proton et le neutron, peu importe leur vitesse, ne verront pas leur masse changer. C'est très très important. Dans un QCM, c'est jamais tombé mais ça peut tomber au tutorat par exemple, dans un QCM on vous demande de calculer la nouvelle masse d'un neutron ou d'un proton, c'est faux. C'est faux parce que la masse ne change pas. Ce qui est important également, c'est la charge de la particule. Il faut savoir que l'électron est chargé négativement. C'est ultra important. L'électron est négatif. D'ailleurs, le deuxième nom de l'électron, c'est le négaton. Du coup, ça peut être des négatons négatifs. Du coup, l'électron a une charge de moins 1 électronvolt. On va voir par la suite ce que c'est un électronvolt. Ce qui correspond à une charge de moins 1,602 10 puissance moins 19 coulombs. De l'autre côté, on a le proton. Le proton, c'est plus 1 électronvolt et donc la charge en valeur absolue de l'électron. Donc plus 1,602 10 puissance moins 19 coulombs. Ces deux valeurs sont vraiment à connaître. Le proton est positif et l'électron est négatif. Et après on a le neutron. Le neutron, lui, il a une charge nulle, tout simplement parce que neutron, neutre. Ensuite, un dernier truc important à retenir dans ce tableau, c'est que hors du noyau, le proton est stable. Donc le proton peut se balader tranquillement hors du noyau. Par contre, le neutron est instable. C'est-à-dire qu'après 10 minutes, le neutron il va se désintégrer avec la relation que vous avez dans le diapo en bas. Il va se désintégrer en un proton, un électron, un antineutrino et une charge de 0,78 mégaélectronvolts. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, une fois que ton neutron il est dehors et tout, il va se désintégrer comme ça. Moi, je l'avais retenu en doublante parce qu'en fait, en primante, c'est assez particulier, petite anecdote drôle. En primante, je suis sortie du concours et en 10 minutes, je me suis désintégrée, c'est-à-dire je me suis mise à pleurer comme pas possible. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, le neutron, c'est un peu moi. Genre, j'ai eu une durée de vie de 10 minutes. Donc, je me suis désintégrée en 10 minutes. Hors du noyau, donc hors du concours. Enfin, c'est comme ça que je l'ai retenu en fait. Enfin, ça peut vous aider, je sais pas, mais bon. Moi, c'est comme ça que je l'avais retenu. Du coup, maintenant, on va voir qu'est-ce que l'électronvolt. La charge de l'électron, elle va permettre de définir une unité hors système international. Cette unité, on l'appelle l'électronvolt. En fait, l'électronvolt, il va permettre de définir et d'exprimer les énergies mises en jeu dans l'atome. En fait, elle va être adaptée à ce niveau-là, parce que sinon, si on utilise le coulomb, on va utiliser des énergies qui sont beaucoup trop faibles et ça revient un peu au même problème que l'UMA, en fait. Du coup, la définition de l'électronvolt, elle est très très importante. L'électronvolt, c'est l'énergie cinétique acquise par un électron de vitesse initiale nulle, donc attention, sous l'effet d'une différence de potentiel de 1 volt. Vraiment, je vais la répéter parce que c'est très important. L'électronvolt, c'est l'énergie cinétique. L'électronvolt, c'est l'énergie cinétique acquise par un électron sans vitesse initiale sous une différence de potentiel de 1 volt. Vous l'apprenez par cœur, vous vous en faites un post-it, ce que vous voulez, mais vous m'apprenez cette définition par cœur, c'est ultra important. Un dernier point qui est important dans cette petite partie électron, proton, neutron, c'est que grâce à tout ça, on va pouvoir émettre une équivalence masse-énergie que 1U égale 931 MeV par C carré. C'est pas très important pour l'instant, on va le revoir dans le cours du noyau et le cours de la radioactivité. Mais ça va permettre de définir et de convertir des énergies, enfin vous verrez tout ça plus tard. Mais du coup 1U égale 931 MeV par C carré, c'est très très important. On arrive aux 3 dernières particules à retenir. Donc on a le positon qui est l'antiparticule de l'électron. Alors attention, le positon n'est pas un proton parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur, donc du coup je vais vraiment insister là-dessus. Le positon, c'est pas un proton, vraiment, parce que ça n'a pas la même masse. Le positon, on peut le définir comme un électron positif, si vous préférez, parce que ça a la même masse qu'un électron et la charge inverse. C'est-à-dire que ça a une charge positive
positive de 1 électronvolt, mais une masse équivalente à celle de l'électron. Ensuite, on a le neutrino et l'antineutrino. C'est des particules qui ont initialement été une hypothèse. En fait, c'était des hypothèses pour expliquer des réactions radioactives qu'on verra plus tard, qui sont les réactions β+ et β-. Parce qu'en fait, on n'arrivait pas trop à comprendre le spectre de ces réactions, etc. Mais vous inquiétez pas, on va le revoir. Le neutrino et l'antineutrino, ils ont une masse quasi nulle et une charge quasi nulle. Par contre, si on vous dit la masse ou la charge du neutrino et de l'antineutrino est nulle, c'est faux parce qu'elle est quasi nulle. Pour mesurer leur masse et leur charge, il faut des appareils très poussés, c'est très compliqué, mais elle existe. Et la dernière particule, c'est la particule alpha. C'est pareil, c'est pour la radioactivité, donc on le reverra plus tard. Mais en fait, la particule alpha, c'est le noyau de l'atome d'hélium. C'est-à-dire qu'il est composé de 4 nucléons, donc de 2 protons et de 2 neutrons. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le proton et le neutron, ce sont les deux particules qui forment les nucléons, donc qui forment le noyau. Mais on le reverra pareil dans le cours du noyau, ne vous inquiétez pas. La masse de la particule alpha, c'est 4,0026 U. Dans ma fiche, j'ai marqué 4,0015 parce que selon le cours ça change, mais globalement cette masse sera donnée dans les exercices, donc, dans les QCM, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et sa charge, c'est 2 électronvolts positifs. Du coup, voilà, là vous avez 2 tableaux à apprendre. Évidemment, il y a des valeurs, vous verrez plus ou moins ce qui tombe en QCM, donc n'apprenez pas tout bêtement par cœur, regardez ce qui tombe en QCM. Mais je vais pas vous mentir, globalement, il faut à peu près tout connaître. Mais c'est pas très compliqué, vous retrouverez tout petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les cours prochains, donc vous inquiétez pas là-dessus, vraiment c'est pas compliqué. On arrive à la troisième partie qui parle des rayonnements électromagnétiques. Alors on va avoir 2 représentations. On va avoir une représentation dite classique et une représentation dite quantique. Tout d'abord, dans la représentation classique, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Une onde électromagnétique, elle est définie par la perturbation d'un champ électromagnétique qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière. C'est très important. En fait, c'est tombé au concours cette année pour les PACES. Une onde électromagnétique, elle va toujours se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est ultra important. Tous les rayonnements électromagnétiques, ils se déplacent dans le vide et ils résultent de la propagation d'un champ électrique et d'un champ électromagnétique. Tous les rayons électromagnétiques vont se déplacer dans le vide et ils vont être le résultat de la propagation d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui vont vibrer en phase perpendiculairement l'un par rapport à l'autre. La définition, vous inquiétez pas, elle est bien dans la fiche, elle est claire et nette, etc. Mais elle est très importante à connaître. Donc un champ électromagnétique, une onde électromagnétique, elle va être définie par 2 choses, par sa longueur d'onde et sa fréquence. Ce qui est important à retenir, c'est que la longueur d'onde et la fréquence, elles sont inversement proportionnelles. Vous le voyez sur le schéma, qui est, je sais pas de quel côté, mais quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue, et vice versa. C'est-à-dire que là, par exemple, on prend notre rayon X ou gamma, c'est eux qui ont la fréquence la plus élevée, et donc l'énergie la plus élevée, on le reverra plus tard. Mais par contre, ils ont la longueur d'onde la plus faible. C'est très important à retenir parce qu'en fait, ce petit diagramme, il faut le connaître. Il faut savoir à peu près où se placent les différentes ondes et les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les rayons X ont une fréquence plus élevée que les UV qui ont une fréquence plus élevée que le visible qui ont une fréquence plus élevée que les infrarouges qui ont une fréquence plus élevée que les ondes radio. C'est très important parce que ça peut tomber en QCM. Mais honnêtement, vous allez le revoir tellement de fois que vous allez le connaître par cœur après, c'est vraiment pas un problème, vous inquiétez pas. On passe maintenant à la représentation quantique. En fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'une onde électromagnétique, elle va pouvoir gagner ou perdre de l'énergie que par des quantités qui sont bien définies et qui sont discontinues.
C'est-à-dire que les quantités d'énergie qu'elle va gagner ou perdre, elles peuvent pas être aléatoires, elles sont vraiment bien précises. Et elles sont définies par E égale H fois la fréquence. H c'est quoi? H c'est la constante de Planck. Cette constante elle n'est pas à apprendre, sa valeur c'est 6,62 10 puissance moins 34 joules. Mais vous inquiétez pas, vous allez la revoir maintes et maintes fois. En fait c'est cette quantité discontinue, donc E égale H nu, ça représente des paquets d'énergie qu'on appelle le quantum de Planck. Il me semble que vous l'avez fait en première normalement, donc ça devrait être juste des petits rappels et tout. Donc si vous avez besoin par contre, pareil, question sur le forum, vous inquiétez pas, je suis là pour vous répondre et réexpliquer en détail. Mais du coup, ces formules, elles sont vraiment à connaître parce qu'elles sont tombées cette année à l'examen des PACES. Du coup, l'énergie, on va pouvoir la calculer par E égale H nu, donc H fois la fréquence. Et vu qu'on sait que la fréquence est égale à C sur lambda, donc on l'a vu juste au-dessus, on peut définir l'énergie par E égale HC sur lambda. Sauf que, petite astuce, HC c'est une constante, enfin ce sont deux constantes. Du coup, pour éviter d'à chaque fois en QCM recalculer H fois C, vous apprenez que HC égale 20 10 puissance moins 26. Du coup, on a ces deux formules, mais on en a une troisième. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ces deux formules, c'est pour calculer l'énergie en joules, uniquement en joules, et que la longueur d'onde sera en mètres. Attention, parce que c'est vraiment très important, et vous pouvez vous faire piéger là-dessus en QCM. Donc, H nu et HT sur lambda, c'est pour calculer l'énergie en joules. Du coup, nous avons notre troisième formule, qui est la relation de Duhan-Evans. Cette relation, elle est très importante et elle est très pratique quand on va vous demander de calculer l'énergie en électronvolts. En effet, avec les deux formules d'avant, vous allez devoir faire des conversions. Les conversions, vous inquiétez pas, je vous les ai mis dans la fiche. Parce que bon, voilà. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que donc cette relation, E égale 1240 divisé par lambda, E est en électronvolts, et lambda c'est en nanomètres. Très très important. Si on vous donne une valeur de lambda comme 630, au lieu de faire 630 10 puissance moins 7 comme dans les autres calculs, vous auriez 630 directement à calculer. Ce qui est beaucoup plus facile du coup et beaucoup plus rapide. Mais bon, voilà. Ensuite, on vous demande de classer dans le born ordre les ondes électromagnétiques selon leur fréquence. Donc c'est une fréquence croissante. Donc on a micro-ondes inférieures à IR, inférieures à visible, inférieures à UV. Du coup, les bonnes réponses c'est AD et je vous laisse regarder sur le petit graphique, ce sera beaucoup plus simple que si je vous répète. On passe au grand 4, du coup, dualité onde-particule. Alors, ce petit chapitre est très court et il regroupe seulement deux définitions. Ce qui est important, c'est de ne pas s'emmêler entre les définitions. On a, d'un côté, juste je vais vous faire cette petite partie très très rapidement, puisqu'honnêtement, c'est jamais tombé à l'examen, mais c'est juste histoire de bien comprendre. En gros, on a Einstein, qui va définir les ondes électromagnétiques comme des objets particulaires. Pour lui, une onde électromagnétique va être composée de petits corpuscules qu'on appelle les photons, qui vont avoir une masse exclusivement dynamique. C'est très important, ce exclusivement dynamique.
Du coup, moi je voyais les ondes comme dans Il était une fois la vie, je sais pas si vous avez vu, mais en gros on voit un faisceau lumineux qui est composé de petites mouches qui volent, et donc du coup c'est comme ça que je voyais une onde par des photons, en fait, des petites particules qui vont voler et qui vont avoir une certaine masse. Cette masse, elle est calculée par h divisé par lambda c. Pourquoi ? Parce qu'on sait que E égale mc2, mais que E égale aussi à hc sur lambda. Du coup, quand on mixe les deux formules, ça nous donne la masse est égale à h divisé par lambda c. Du coup, on a Einstein qui va vous dire que les ondes ont une masse. Mais de l'autre côté, on a notre cher Louis de Broglie, que moi je disais de Broglie jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Louis de Broglie, lui, il va associer à toute particule une longueur d'onde. Pour lui, les particules ont une représentation ondulatoire. Et donc du coup, une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, c'est une longueur d'onde de matière qui a pour valeur lambda égale h divisé par mv. Attention, c'est la vitesse, ce n'est pas la fréquence. Du coup, pour De Broglie, les particules possédant une masse en mouvement ont une longueur d'onde. Ce sont deux définitions à connaître, assez simples, mais qui sont importantes à connaître. Du coup, on arrive à la dernière partie qui est la structure électronique. Du coup, on va avoir deux modèles. Deux modèles pour représenter l'atome et l'électron. Honnêtement, je ne vais pas vous les détailler dans ce cours parce qu'ils sont grandement détaillés dans le cours du noyau. Je vous dis juste qu'on a Rutherford qui pense que la matière est pleine de vide suite à son expérience. Vous verrez dans le cours du noyau. Et il va déterminer un modèle planétaire avec un atome, enfin un noyau central et des électrons qui gravitent autour. Bohr, il va penser à peu près la même chose, sauf que pour lui, les électrons vont être sur des couches bien spécifiques et des couches discontinues. Attention. Du coup, le modèle de Bohr, il va avoir une certaine conséquence sur l'atome qui va nous permettre de trouver l'énergie d'un électron sur une certaine couche. Les formules sont à connaître. Pour l'énergie d'une orbitale d'un atome d'hydrogène, nous avons une formule qui est de moins 13,6 divisé par la couche au carré. N, c'est la couche de l'électron. Normalement, vous voyez tout ce principe de couche électronique, etc. en chimie générale avec Alexandre, votre tuteur de chimie G. Ce qui est important à retenir, c'est que l'énergie de l'électron dans l'atome est toujours négative. C'est-à-dire que si on vous demande l'énergie d'un électron dans un atome, si on vous donne des valeurs positives, c'est faux. C'est toujours négatif quand c'est dans l'atome. Après, vous allez voir avec Giorgio que des fois l'électron va être hors de l'atome et donc ionisé et peut avoir des énergies positives. Mais c'est pas l'objet de ce cours. Par contre, à contrario, on a l'énergie de liaison, qui est l'énergie qu'il faut pour arracher l'électron à l'édifice atomique. Elle est toujours positive. Pour faire plus simple, vous avez votre électron qui est sur une certaine couche. Ok ? Cet électron sur cette couche, il va avoir une énergie qui est toujours négative. C'est l'énergie de l'électron. Par exemple, on va lui dire qu'elle a une énergie de 4. C'est une valeur prise au hasard. Donc du coup, moins 4, vu que c'est l'électron, l'énergie de l'électron dans l'atome. Du coup, notre électron, il a une énergie de moins 4. Son énergie de liaison, c'est l'énergie qu'il faut donner pour arracher l'électron à cette couche. Cette énergie de liaison, c'est l'énergie de l'électron en valeur absolue. Du coup, si l'énergie de notre électron est de moins 4, l'énergie de liaison de cet électron sera de plus 4. J'espère que c'est clair pour vous. Du coup, ce qui est important à retenir, c'est que énergie de liaison de l'électron positive, et c'est la valeur absolue de l'énergie de l'électron. Ce qui est également important à retenir, c'est que l'électron de la couche K, donc la couche la plus proche du noyau, donc là on a notre noyau, on a la couche K, la couche L, la couche M, etc. etc. L'énergie de l'électron, attention, l'énergie de l'électron de la couche K est l'énergie la plus négative, donc la plus faible.
Par contre, si on vous parle d'énergie de liaison, ce sera l'énergie de l'électron qui sera l'énergie de liaison la plus forte. Je m'explique. L'énergie de l'électron de la couche K, elle va être très 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 faible. Par exemple, moins 300. Mais du coup, en valeur absolue, ce sera de 300. Et donc du coup, notre électron de la couche L, il aura une énergie de liaison beaucoup plus faible, mais une énergie de l'électron beaucoup plus forte, puisqu'elle sera plus positive, toujours négative, mais plus positive. Je ne sais pas si je suis claire. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me redemander. Et encore une fois, la fiche est assez complète. Du coup, on a vu une formule qui permet de calculer l'énergie de la couche d'un certain électron d'hydrogène. Mais on va avoir la généralisation de ce modèle. En fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'un électron... ce qui est important à savoir, c'est qu'un atome, il va avoir plusieurs électrons, évidemment si c'est pas un atome d'hydrogène. Par exemple, je prends notre atome de carbone, Z égale à 6, donc 6 protons. Vu que l'atome est négatif. Du coup, on va voir la généralisation à tous les électrons. Parce qu'en fait... Du coup, on va voir la généralisation à tous les atomes de... Du coup, on va voir la généralisation à tous les électrons de tous les atomes. L'atome d'hydrogène, il a qu'un seul électron. Parce qu'en fait, un atome étant neutre, il va y avoir dans son état fondamental autant d'électrons que de protons. Donc si on prend par exemple notre atome de carbone qui a 6 protons, il aura donc 6 électrons. Du coup, on va pouvoir voir que que l'atome avec plusieurs électrons, donc on va pouvoir voir que dans un atome qui possède plusieurs électrons, en fait, ces électrons ils vont se gêner parce qu'ils ont tous une énergie négative et tout. Ils vont se gêner et donc du coup il va y avoir un effet qu'on appelle l'effet écran. C'est dû à l'influence du nuage électronique en fait. C'est des énergies qui vont se contrer entre elles et tout, et donc du coup on appelle ça l'effet écran. Cet effet écran il va beaucoup jouer sur l'énergie des couches. Du coup l'énergie d'une couche ça devient Wn, donc l'énergie de la couche, qui est égale à moins 13,6, ça change pas. Par contre c'est moins 13,6 fois, entre parenthèses, Z, donc qui est le numéro atomique de l'atome, moins le nuage électronique, donc l'effet écran. Cette valeur, elle n'est pas à connaître, elle est propre à chaque atome, et donc du coup on vous la donnera à chaque fois, vous inquiétez pas. Donc Z moins l'effet écran au carré, divisé toujours par la couche électronique au carré. Et cette valeur est en électronvolts. Cette formule est très importante à connaître parce qu'elle permet de connaître l'énergie d'une certaine couche. Donc, en conclusion, les atomes sont construits selon le modèle de Bohr avec 2 puissance n au carré électrons. Donc si on a sur une couche par exemple m, donc KLM, donc n égale à 3, on a 2 fois 3 puissance 2 au carré, donc on a 18 électrons. Les électrons de la couche K sont les plus fortement liés, et plus on s'éloigne, moins ils sont fortement liés. Si les premières couches sont complétées, l'atome est dans son état fondamental, sinon il est dans un état nommé excité. Toutes ces notions d'état fondamental et excité, normalement vous le revoyez en chimie générale, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc on a le dernier QCM, le QCM 3. On vous demande de calculer l'énergie d'un électron en électronvolts de la couche M du scandium Z égale à 21 avec une constante d'écran de 12. Donc, est-ce que l'énergie est de moins 136, 122,4, moins 127,6, 136 ou moins 122,4?
La bonne réponse, c'est la réponse E. Pourquoi? Bah déjà, on peut éliminer les réponses B et D, parce que l'énergie d'un électron, elle est toujours négative dans un atome, comme on a dit. Donc déjà, B et D étant des valeurs positives, c'est faux. Ensuite, on se demande si c'est A, C ou E. Du coup, on sait que l'énergie, enfin la couche M, donc K c'est couche 1, L c'est couche 2 et M c'est couche 3, donc N égale à 3. Ensuite, on a un Z de 21 et une constante d'écran de 12. Du coup, ça nous fait moins 13,6 fois 21 moins 12 au carré divisé par 3 au carré. Ça nous fait moins 13,6, 9 au carré divisé par 3 au carré. Et ça nous fait moins 13,6 fois 9 fois 9, tout simplement. Enfin, fois 9 au carré divisé par 9. Donc, on simplifie, ça fait fois 9. Et ça nous donne moins 122,4 électronvolts. Du coup, voilà, c'est un petit QCM qui peut totalement tomber. Et voilà, c'est la fin de ce premier cours. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait un peu bizarre de se prendre pour une youtubeuse le temps d'un petit cours, je vous avouerai. On se retrouve très bientôt pour un cours sur le noyau. D'ici là, bossez bien et n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum, je vous répondrai le plus vite possible. Voilà, je vous souhaite plein de courage et à bientôt.